Ça fait 20 ans depuis le génocide au Rwanda, mais toutes ces années n'ont pas effacé la douleur que cette époque rappelle à Léo Kabalisa. Léo est né à Kigali en 1963, l'aîné de 7 garçons. Sa famille est Tutsi dans un pays dirigé par la majorité Hutu. Léo fait ses études et devient enseignant. En 1988, lors d'un congrès à Kigali, il fait la connaissance de Sherna Gilbert, une professeure canadienne. À cette époque, on sent déjà que la tension monte dans le pays. Après une deuxième rencontre, Sherna comprend mieux la situation au Rwanda et offre d'aider Léo à fuir une situation de plus en plus dangereuse. En 1990, plus de 10 000 Tutsis sont emprisonnés au Rwanda. Léo décide qu'il est temps de partir. Il entre en contact avec Sherna. Elle l'invite à un congrès sur l'éducation à Toronto, un congrès qu'elle invente de toutes pièces. Avec son invitation en main, Léo obtient un visa de l'ambassade canadienne et quitte le Rwanda, laissant derrière lui toute sa famille. Sa famille, il ne la verra plus. En avril 1994, le génocide débute. Au cours des 100 jours qui ont suivi, 800 000 Rwandais ont été massacrés, y compris le père de Léo, 4 de ses frères, 12 cousins et 8 nièces. Léo Kabalisa, bonjour. Oui, bonjour. On dit que les tensions entre Hutu et Tutsi datent de longtemps au Rwanda. Est-ce que vous, jeune garçon à Kigali, est-ce que vous ressentiez ces tensions-là? Je commençais à le sentir pendant la période de la guerre. Avant, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais c'était comme un fait accepté. Alors, quand on accepte quelque chose, quand on n'a pas de comparaison avec autre chose, on ne sait pas vraiment comment mesurer l'ampleur de la situation. Mais c'est quand la guerre a commencé que j'ai pu regarder mon passé et j'ai remarqué vraiment que je vivais une situation très critique en tant que minoritaire parce que même quand on commençait l'école primaire, on nous demandait de se lever en classe pour compter le nombre de Tutsis, le nombre de Hutus, le nombre de toi. Et à ce moment-là, tu te rends compte que tu es différent parce que tu deviens minoritaire dans ta classe. Et ça te choque, mais tu l'acceptes parce que tu penses que c'est comme ça partout. Ouais. Plus proche de la guerre, comment ces tensions-là se sont manifestées? À travers les journaux. Parce que quand il n'y avait pas une tension politique, les Hutus et les Tutsis vivaient très bien ensemble. Et mes voisins, mes amis à moi, c'était des Hutus. On était à l'école ensemble, on jouait ensemble. Ce sont les gens avec qui je pouvais aller chez eux et passer la nuit. Ils pouvaient venir chez moi, passer la nuit. Mais quand la situation politique est changée, et c'est pour ça que je dis que le problème ethnique au Rwanda, ce n'est pas vraiment le problème entre individus. Ce sont les politiciens qui essaient de manipuler la situation pour bénéficier de cette tension. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit ça va mal tourner, tout ça? Au moment où ils sont venus fouiller la maison familiale. Et quand ça se faisait, c'était pour trouver un prétexte et surtout pour réveiller le soupçon. Même si on ne trouve rien, mais la population tout autour, il va se méfier. Alors c'était pour planter ces soupçons dans les mentalités des gens, se dire cette personne, c'est une personne à surveiller. Vous avez eu la chance de quitter le Rwanda avant le génocide. Et je pense que vous avez annoncé votre départ pour le Canada à votre famille, à votre père en particulier, la veille de votre départ. C'était difficile parce que mon père a perdu ma maman. Ma maman est décédée quand je terminais l'école secondaire. Et depuis, mon père ne voulait pas se remarier. Et moi, me dire que je suis l'aîné de la famille, que j'ai cette chance de quitter le pays, que je peux partir, et c'était difficile. Et je ne savais même pas comment aborder le sujet. Et le jour que la guerre a commencé, mon père est tombé malade pour la première fois. Il a eu la malaria, le paludisme. Et je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'il a quitté le lit de l'hôpital, il allait très bien. Et à ce moment-là, je n'ai rien dit jusqu'à ce que j'avais tous les papiers et le visa.
Et je lui ai dit que j'avais cette chance et qu'il y a une Canadienne qui m'a aidé à trouver les documents et que je pensais partir le lendemain et je lui ai demandé ce qu'il pensait. Et c'était comme s'il savait ce qui allait se passer parce que je m'appelle bien qu'il a dit, écoute, tu pars et même si on nous tue, mais je sais au moins qu'il y a un survivant de la famille. Et pour mes frères, je ne voulais rien dire parce que même en quittant, je prétendais que c'était pour une réunion, une conférence, mais que j'allais revenir. Alors je voulais que mes frères ne sachent même pas que je devais partir parce qu'il suffit que tu parles à quelqu'un et qu'il parle à quelqu'un d'autre et que les autorités sachent qu'il y a un Tutsi qui doit sortir du pays et tu es arrêté. On était à 4 ans du génocide à ce moment-là, c'était en 1990, et c'est la dernière fois que vous avez vu vos proches. Est-ce que vous pouviez vous imaginer à ce moment-là ce qui allait se passer au Rwanda? Oui, parce que personnellement, je m'inquiétais. Je me disais que je pouvais mourir. Et si je pouvais mourir, pourquoi pas mon frère, pourquoi pas mon père, pourquoi pas quelqu'un d'autre d'aussi proche. Mais en même temps, tu te fais des idées, comme quoi il y aura un moyen que quelqu'un de ma famille sera épargné. Alors, c'était une situation très ambivalente et tu sais que ça peut se faire, mais en même temps, tu veux l'ignorer. Tu veux écarter ce sujet dans ta tête. 4 ans plus tard, le pire est arrivé. Vous étiez ici au Canada, donc vous voyez ce qui se passait chez vous. C'était comment de vivre cet événement loin de vos proches? J'étais assis devant la télévision comme tout le monde. Les autres voyaient à ce moment, regardaient le programme sur O.J. Simpson. Mais moi, je regardais toujours, je cherchais partout où je peux trouver quelque chose sur le Rwanda. Et quand je voyais ce qui se passait, je me disais que c'est peut-être quelqu'un de ma famille. Il y a une image que j'ai vue une fois. Même pour le moment, je suis toujours convaincu que c'est mon frère. Il n'y a rien qui me dit que c'est lui, mais la façon qu'il était tellement grand, la façon qu'il était allongé, et l'enclos que je voyais tout autour, les palissades, c'était comme si c'était chez moi. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu trouver son corps. Et je regardais, et ça te donne le sentiment que tu es une personne très faible. Avant, j'avais une croyance que je peux changer le monde, que je peux faire des choses. Et je me disais toujours qu'il n'y a pas vraiment un problème sans solution. Mais quand tu regardes les gens qui sont aussi proches, en train de se faire tuer, et tu ne peux rien faire, sauf s'asseoir devant la télé, et tu ne peux pas crier, tu ne peux pas... tu n'as rien à faire. Et à ce moment-là, tu te rends compte de ta faiblesse en tant qu'être humain. Comment vous avez rencontré Léo? Ça remonte à 1988 et j'étais envoyée par le FCE, la Fédération canadienne des enseignants et enseignantes, pour faire des ateliers au Rwanda pour les professeurs. On m'a envoyée une deuxième fois au Rwanda. Et puisque au fur des 2 ans que je suis restée au Canada, on avait une correspondance. Il m'a envoyé des cartes postales. Il était au Canada aussi pour faire une session avec le FCE ici. Quand je suis rentrée la deuxième fois au Rwanda, j'ai compris la situation dans laquelle Léo se trouvait. Il était en piège. Et c'était son cousin qui nous a accueillis, qui a ouvert la question d'immigrer. Et son cousin avait supplié que je fasse venir toute sa famille. Et je ne voyais pas comment j'étais capable de le faire. Et je connaissais Léo depuis des années et je sentais que si je devais faire quelque chose, ça devait être pour Léo. À ce moment-là, je n'y croyais pas. Je ne pense pas venir ici au Canada. Et mon idée, c'était que si la guerre commence, moi, je pouvais sortir du Rwanda et aller au Burundi ou bien au Kenya, sachant très bien qu'il y a des amis canadiens qui vont m'aider. Quand la guerre a commencé, je ne pouvais pas sortir. Alors, quand je ne pouvais pas sortir, j'ai dû écrire à China pour lui donner la situation. La première carte que j'ai envoyée, je prétendais que j'étais son frère de Calgary.
Et pourtant, il n'avait pas de frère en Calgary. Mais Calgary, c'était pour dire Kigali, au Rwanda. Je disais, ton frère, j'ai compris qu'il n'a jamais senti autant le besoin de venir à Toronto. Mais je ne pouvais pas aussi être clair dans mon message parce que les cartes et les lettres sont lisées. J'ai dû attendre un ami qui devait aller au Kenya et je lui ai donné une lettre pour expliquer toute la situation. Je voulais agir. Mais la question, c'était quelle était la meilleure chose à faire. Si on agissait, on pouvait aussi avoir des résultats néfastes. Parce qu'on m'a dit aussi que les gens qui prenaient l'avion disparaissaient à l'aéroport. C'était un risque à prendre, mais moi je me disais que si je prends ce risque et que je suis attrapé à l'aéroport, je pourrais être en prison. Et même si je suis tué, je serai avec une balle. Tandis que les Tutsis commençaient à être massacrés dans le nord et c'était avec une machette. Je me disais, entre une machette et une balle dans la tête, je peux choisir une balle. Et les hivers canadiens, est-ce que vous vous êtes habitué? J'étais habitué, mais je le sens maintenant. Je n'y avais jamais pensé, mais cette fois-ci, je sens vraiment l'hiver. C'est froid. Mais quand je suis venu, c'était vraiment pendant une période de tempête de neige. Mais je n'y pensais pas. Parce que je venais d'une situation où il y avait la guerre. Et ça faisait plusieurs semaines que je ne dormais pas. Et je me trouvais dans une situation où je pouvais dormir sans inquiétude. Alors c'était la moindre des choses. Léo, après le génocide, je pense qu'on vous a dit de tout oublier et de poursuivre votre vie. Est-ce que c'est possible de faire ça? Moi, mon principe, c'est que si j'ai eu la chance de survivre, et si on demandait à quelqu'un de ma famille qui est parti, quel serait son désir, on me dirait que je dois vivre au maximum. Et quelquefois, je me dis que je dois vivre pour moi-même et pour les autres qui n'ont pas eu cette chance. Mais aussi, c'est comme porter un fardeau. Parce que tu ne fais pas des choses pour toi-même, tu le fais aussi pour les autres. Et tu évites de faire des erreurs dans la vie. Parce que tu te dis, je ne vais pas, comme on dit en anglais, to betray. Parce que si je suis là, je représente les autres qui ne sont pas là, je représente ma famille, je représente mon père. Et puis, je me dis que je dois me racheter et je dois faire plus parce que j'ai cette chance de vivre. Mais, par contre, il y a quelque chose qu'on demande aux survivants que je trouvais dur. Pour moi qui suis ici au Canada, ce n'est pas un problème parce que je peux faire ma vie ici. Mais pour les gens qui sont au Rwanda, et on leur demande de pardonner et que la vie doit continuer. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de pardonner alors qu'on ne demande pas aux gens qui ont commis le crime de demander pardon? Et ça, je trouvais que c'est dur. Et l'Église prêchait toujours au Rwanda. On profitait de cette foi naïve des Rwandais pour dire il faut pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous allez à l'enfer. J'ai rencontré quelqu'un au Rwanda en 2004. C'était l'exemple de quelqu'un qui a pardonné parce qu'elle avait créé une coopérative pour aider les mêmes personnes qui ont tué sa famille. Ils se sont mis ensemble et ils faisaient des petits paniers, et ils vendaient les paniers même aux États-Unis. On les appelait les paniers de paix. Parce que ce sont les gens, les victimes et les bourreaux qui se sont mis ensemble pour créer quelque chose. Je suis allé la voir. Elle m'a demandé, et toi, tu es venu ici pour me voir parce que je travaille avec les Hutus, soi-disant qu'ils ont commis des crimes. Mais si tu vas au gouvernement, tu vas trouver que le premier ministre est Hutu, le président est Tutsi. Il faudrait commencer par eux et leur demander comment ils travaillent ensemble. Elle a dit, je n'ai pas de choix. Je dois vivre avec ces gens-là parce que ce sont les gens qui me restent. Ils ont tué toute ma famille. Et si je n'essaie pas de me concilier avec eux, je vais être fort parce que je n'aurai personne à qui me confier, à qui parler. Et en même temps, je les aide aussi.
parce qu'ils ont perdu leur humanité quand ils ont tué. Et quand ils trouvent que je les accepte, que je suis avec eux, qu'on fait des choses ensemble, ils regagnent cette humanité. Alors, c'est réciproque. J'ai besoin d'eux comme ils ont besoin de moi aussi. Et à ce moment-là, j'ai compris cette politique de dire qu'il faut vraiment aller de l'avant, il faut vivre ensemble, il faut pardonner. Les Juifs ont eu une reconnaissance de l'Holocauste, des réparations, je pense, jusqu'à un certain point. Est-ce qu'on peut dire autant pour les Rwandais? Pour les Rwandais, ce n'est pas possible. Parce que les Juifs ont été tués par les groupes nazis, et dont la majorité qui était en Allemagne. Et c'était un groupe différent de la communauté juive. Les Rwandais ont été tués par des Rwandais. Et dans cette situation, les gens qui vivent dans la même communauté, dans le même village, comment est-ce qu'on peut demander la réparation? Et pour tuer autant de personnes, parce que c'était comme 1 million de personnes dans 100 jours, c'est que plus d'1 million de personnes étaient impliquées. Qu'est-ce qu'on va en faire? Pour les Juifs, les responsables nazis ont été devant la justice, ceux qu'ils ont pu capturer, mais pour les Rwandais, on a trouvé que s'il y avait vraiment une justice parfaite, ça prendrait même 100 ans pour juger tous ces gens-là. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est une alternative, ce qu'ils ont appelé Gacaca, c'est comme justice et réconciliation. On ne va pas punir tout le monde, mais on va leur accorder, par exemple, les chances de se retrouver dans la communauté, participer dans la communauté. Êtes-vous d'accord avec ça? Je trouve qu'il n'y a pas de choix. Et si c'était 1000 personnes qui étaient impliquées, je ne serais pas d'accord. Mais si c'est presque toute la communauté, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, ce que je souhaite, c'est de voir ces gens-là qui ont fait tout ça se reconvertir et se dire, ça c'était mauvais, mais cette fois-ci, je vais vivre avec mon voisin comme il le faut. Et je souhaite qu'il y ait une paix, et on ne peut pas avoir la paix si, par exemple, on devait punir tout le monde qui était impliqué. C'est très complexe. Et je trouve qu'avec les années, ce qu'ils ont commencé à faire, miser sur l'identité rwandaise, que peut-être ça pourra aider. Les gens ne pas se retrouver en tant que Tutsi, en tant que Hutu, mais d'abord se voir en tant que Rwandais, parce qu'ils ont beaucoup plus en commun. Vous avez refait votre vie au Canada. Vous êtes père de famille, vous avez une fille, vous êtes enseignant. Comment est-ce que vos expériences ont eu un impact, ou est-ce que vos expériences ont eu un impact sur votre façon d'enseigner, sur votre façon d'élever votre fille? Mon expérience a façonné ma façon d'être en tant que personne. D'abord, quand on est victime de quelque chose, ça commence par être dans ta tête. Quand tu ne le vois pas, tu n'as pas ce sentiment de victimisation. Et ça m'aide avec mes rapports avec les autres. Je me sens toujours bien intégré. Et pour ce qui est de mes élèves, il y a quelque chose que j'identifie facilement. Les élèves qui sont rejetés par les autres, quand je vois ça, j'essaie de les intégrer, j'essaie de leur accorder beaucoup plus de temps, et de les valoriser. Je leur accorde même mon temps pendant ma pause. Je ne fais jamais de pause pendant la récréation. J'accorde la récréation aux plus démunis, aux élèves qui essaient de venir parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le tutorat. Et c'est parce que je trouve que j'ai beaucoup. J'ai eu la chance d'être ici au Canada et je ne peux pas me plaindre. Et si je peux accorder 30 minutes à quelqu'un pour l'aider, pourquoi pas? Parce que si j'étais au Rwanda, ma situation aurait été beaucoup plus difficile que les 30 minutes que je peux accorder à quelqu'un chaque jour. Ce que j'ai fait, c'est surtout de visiter le Rwanda avec elle quand elle avait 8 ans. Parce que tu ne sais pas par où commencer. L'histoire du Rwanda, c'est surtout marquée par le génocide. Et je ne voulais pas évoquer ce sujet avec Mutoni. Mais je voulais qu'elle apprécie le pays d'abord, avant de commencer à parler de ce qui s'est passé. Parce que tout ce qu'on raconte entre Rwandais, c'est surtout la politique, et la tragédie.
Et quand je suis allé, elle a vu l'autre image du Rwanda, les enfants qui étaient gays, qui jouaient dans la rue, Et Mutoni a eu une image positive. Je ne veux pas vraiment que le sujet soit le Rwanda. Je veux que, oui, elle comprenne qu'elle a une certaine appartenance juive pour sa maman, rwandais de ma part, mais qu'elle se sentait surtout citoyenne du monde. Est-ce que vous vous considérez chanceux? Plus que chanceux. Et quelquefois, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour mériter tout ça? Parce que les autres qui étaient au Rwanda, je n'étais pas meilleur qu'eux, mais moi, j'ai eu la chance de me retrouver ici. Alors, c'est vraiment en dehors de tout ce que je peux penser. Vous êtes retourné après le génocide. Vous êtes retourné même l'année après le génocide. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu durant cette visite-là? La première visite, je ne savais pas quoi demander. Et je me rappelle, une fois, je suis venu au Canada pour un stage. Et quand je suis retourné au Rwanda, les amis, les voisins avaient loué des taxis-voitures pour m'accueillir à l'aéroport. Et tu retournes, tu ne sais même pas qui sera là, parce que la plupart des gens sont tués. Et j'avais comme 3 personnes, 4 personnes, une famille de ma cousine qui m'attendait. Et tu ne vas pas chez toi, parce que le chez toi n'existait pas. La maison familiale était détruite et je vais chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'était difficile parce que tu es avec les gens qui ont vécu le génocide et qui ont survécu le génocide, qui ont vécu le pire, qui ont besoin d'une consolation. Et tu ne peux pas dire de ce que tu ressens toi-même parce que tu es avec ta cousine qui a survécu avec une machette dans la tête. Et tu es avec quelqu'un d'autre qui a perdu un bras et tu essaies de les confronter. Et je ne savais pas quoi demander et je suis revenu. Et l'année suivante, en 96, et je suis retourné. Cette fois-ci, j'avais la tête reposée. Je pouvais parler aux gens, je pouvais demander à ce qui s'est passé à ma famille. Et je recevais des histoires différentes parce que les gens ne voulaient pas vraiment me faire peur. Ils m'ont même menti des fois en disant que 2 de mes frères ont été tués par des militaires. Et c'est plus tard que j'ai appris que ce n'était pas vrai, qu'ils ont été tués avec des machettes. Est-ce que vous vous sentiez coupable? Très coupable. Parce que tu te sens très égoïste, tu sens que tu les as abandonnés. Et il y a eu des moments que je me disais que peut-être la meilleure des choses serait que je sois là. Et si je dois mourir, que je meure avec les autres. Et jusqu'à ce que ma fille est née, et ça change les choses. C'est une autre vie. Et parce que ce n'est plus pour toi. Je ne peux pas faire des choses pour me punir parce que je ne fais rien cette fois-ci pour moi-même, je le fais pour elle. Et je me dis, si je dois mourir, j'aimerais mourir quand ma fille est assez grande et pour prendre soin d'elle-même. Alors, ce n'est plus ma vie, c'est surtout sa vie qui me préoccupe plus que moi, la mienne. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez cheminé et est-ce qu'on peut passer à autre chose? C'est 20 ans plus tard. Et il y a plus de gens qui sont dans la négation du génocide. Et ça m'inquiète. Et je me dis, l'histoire ne nous a rien appris. Quand je vois quelqu'un, par exemple, un Rwandais qui était au Rwanda, qui a vu de ses propres yeux ce qui se passait, et maintenant, pour une raison politique, qui commence à parler du double génocide, comme si les 2 communautés s'entretuaient et qu'il y a un groupe qui a perdu plus. Et ça, vraiment, capitaliser sur le génocide pour tes propres intérêts, c'est quelque chose de très difficile à supporter. Et ça gâche l'espoir que j'avais. Parce que je me disais que si on accepte l'erreur du passé, si on se dit que c'est terrible, ça s'est passé, mais on peut vivre ensemble, alors pour moi, si je dois mourir, je mourrai un peu en me disant que
et la nouvelle génération ne va pas vivre ce que nous avons vécu. Mais quand je suis au Rwanda, j'ai de l'espoir. Je vois que les Rwandais qui vivent en diaspora ne changent pas autant que les Rwandais qui sont à l'intérieur. Durant le génocide, la communauté internationale a fermé les yeux à ce qui se passait au Rwanda. Pensez-vous que la communauté internationale réagirait différemment aujourd'hui? Est-ce qu'on a appris nos leçons? Moi, je me dis, c'est la communauté internationale change de façade. Mais vraiment, dans le fond, ils ne font rien pour prévenir ces incidents. Après le Rwanda, il y a des guerres un peu partout. Il n'y a pas de mesures préventives. On laisse les gens se battre et puis on intervient après quand c'est plus tard. Et c'est ça que je dis, que la communauté internationale n'a pas vraiment appris une leçon. Et le génocide arménien s'est passé. Ça n'a pas empêché l'Holocauste. L'Holocauste s'est passé, ça n'a pas empêché le Rwanda. Même aujourd'hui, ça peut se faire sous une autre forme. Et on va toujours continuer à s'excuser. Mais même au Rwanda, quand je regarde ce qui se passe maintenant, je trouve que la communauté internationale essaie d'antagoniser la communauté rwandaise. Même les gens qui dénigrent le génocide, ils ont un appui à l'extérieur du Rwanda. Alors qu'à l'intérieur du Rwanda, je trouve que les Rwandais essaient de vivre ensemble. Et pour votre pays, vous avez de l'espoir? Quand je visite, oui. Mais quand je lis ce qui se passe dans les journaux, ce que les gens disent, j'ai aussi des inquiétudes. Et surtout avec les Rwandais qui sont dans le diaspora, je trouve qu'il y a vraiment des divisions. La haine ethnique existe toujours dans la diaspora. Et quand je vois ce qui se passe au Rwanda, j'ai de l'espoir. Léo Kabalissa, merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait 20 ans depuis le génocide au Rwanda, mais toutes ces années n'ont pas effacé la douleur que cette époque rappelle à Léo Kabalissa. Léo est né à Kigali en 1963, l'aîné de 7 garçons. Sa famille est Tutsi dans un pays dirigé par la majorité Hutu. Léo fait ses études et devient enseignant. En 1988, lors d'un congrès à Kigali, il fait la connaissance de Sherna Gilbert, une professeure canadienne. À cette époque, on sent déjà que la tension monte dans le pays. Après une deuxième rencontre, Sherna comprend mieux la situation au Rwanda et offre d'aider Léo à fuir une situation de plus en plus dangereuse. En 1990, plus de 10 000 Tutsis sont emprisonnés au Rwanda. Léo décide au Rwanda. Est-ce que vous, jeune garçon à Kigali, est-ce que vous ressentiez ces tensions-là? Je commençais à le sentir pendant la période de la guerre. Avant, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais c'était comme un fait accepté. Alors, quand on accepte quelque chose, quand on n'a pas de comparaison avec autre chose, on ne sait pas vraiment comment mesurer l'ampleur de la situation. Mais c'est quand la guerre a commencé que j'ai pu regarder mon passé et j'ai remarqué vraiment que je vivais une situation très critique en tant que minoritaire, parce que même quand on commençait l'école primaire, on nous demandait de se lever en classe pour compter le nombre de Tutsis, le nombre de Hutus, le nombre de toi. Et à ce moment-là, tu te rends compte que tu es différent, parce que tu deviens minoritaire dans ta classe. Et ça te choque, mais tu l'acceptes parce que tu penses que c'est comme ça partout. Ouais. Plus proche de la guerre, comment ces tensions-là se sont manifestées? À travers les journaux.
parce que quand il n'y avait pas une tension politique, les Hutus et les Tutsis vivaient très bien ensemble. Et mes voisins, mes amis à moi, c'était des Hutus. On était à l'école ensemble, on jouait ensemble. Ce sont les gens avec qui je pouvais aller chez eux et passer la nuit. Ils pouvaient venir chez moi, passer la nuit. Mais quand la situation politique a changé, et c'est pour ça que je dis que le problème ethnique au Rwanda, ce n'est pas vraiment le problème entre individus. Ce sont les politiciens qui essaient de manipuler la situation pour bénéficier de cette... Il est temps de partir. Il entre en contact avec Shurna. Elle l'invite à un congrès sur l'éducation à Toronto, un congrès qu'elle invente de toutes pièces. Avec son invitation en main, Léo obtient un visa de l'ambassade canadienne et quitte le Rwanda, laissant derrière lui toute sa famille. Sa famille, il ne la verra plus. En avril 1994, le génocide débute. Au cours des 100 jours qui ont suivi, 800 000 Rwandais ont été massacrés, y compris le père de Léo, 4 de ses frères, 12 cousins et 8 nièces. Léo Kabalisa, bonjour. Oui, bonjour. On dit que les tensions entre Hutus et Tutsis datent de longtemps. Tension. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit ça va mal tourner, tout ça? Au moment où ils sont venus fouiller la maison familiale. Et quand ça se faisait, c'était pour trouver un prétexte et surtout pour réveiller le soupçon. Même si on ne trouve rien, mais la population tout autour, il va se méfier. Alors c'était pour planter disons, ces soupçons dans les mentalités des gens, se dire cette personne, c'est une personne à surveiller. Vous avez eu la chance de quitter le Rwanda avant le génocide. Et je pense que vous avez annoncé votre départ pour le Canada à votre famille, à votre père en particulier, la veille de votre départ. C'était difficile parce que mon père a perdu